Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 67. Les Giants ont perdu, ça y est, on perd enfin un match 27-13 contre les Seahawks. Un match globalement dominé par les Seahawks, on va en parler. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Oh bah dis donc, quel entrain, hein. On a l'impression que c'est ta 6ème défaite de la saison. Et bah figure-toi que je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'est ça. Cette défaite elle me fait mal plus que ce que j'aurais pensé en fait. Écoute, je suis pas particulièrement heureux de cette défaite non plus. Bah, heureusement. Non, je dirais, enfin tu me demandes comment ça va, je dirais surtout que, ça va. C'était quand même un match un peu chiant pour les fans des Giants parce que en gros on a fait que punter, mais on va en rentrer dans le détail. Mais après, pour ce qui est de la défaite, je relativise quand même pas mal en me disant, fallait bien que ça tombe un jour ou l'autre. Non, et c'est tombé contre les Seahawks qui sont vraiment, je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter, c'est un collectif absolument incroyable. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont absolument incroyables, ils ont bien joué, c'est vrai, ils ont très bien défendu. Moi, le seul truc qui me fait chier en fait dans ce match, c'est que j'ai vu les Giants que je pensais voir cette saison, que je m'attendais à voir. Et là, je les ai vus. Et là, ça me fait chier, je me dis putain, en fait, pendant 6-7 matchs, j'ai cru que c'était pas ça, mais en fait, c'est quand même ça qu'on est. Et on se rend compte que la marge de manœuvre, et c'est ce qu'on a dit dans d'autres podcasts, elle est tellement faible en fait avec cette équipe actuellement, avec le roster qu'on a, qu'au moindre truc qui va pas, et puis là voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des fumbles, etc. Le play calling qui a peut-être été un peu moins bon, enfin bref, voilà, on va en parler. Mais c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas de marge de manœuvre avec cette équipe, et voilà, ça m'embête un peu parce que j'osais maintenant presque espérer autre chose. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est l'équipe qu'on a, et ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Ça montre bien qu'on est une équipe en reconstruction et que oui. Le résultat, enfin notre bilan actuel, c'est beaucoup plus surprenant que ce à quoi tout le monde s'attendait. Donc, et d'ailleurs, on s'en est jamais caché, hein. On savait très bien que c'était un peu une anomalie qu'on soit à 6-1. Presque trop flatteur. Hein. Voilà, même si on les a pas volés, ces victoires, loin de là. Mais là, on a quelque part un rétablissement des faits, un rétablissement de la réalité qui est que les Giants sont une équipe qui a encore beaucoup de trous dans son effectif des deux côtés, voire des trois côtés du ballon, hein, puisque il y a la special teams. Les fameux ballons à trois côtés. Hein. Voilà, et peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard dans le podcast, mais j'avais lancé un sondage la semaine dernière en demandant aux fans des Giants s'ils pensaient que ça valait le coup de faire un trade pour récupérer un gros receveur ou pas. Et moi, mon avis, c'était de dire, ouais, j'aimerais bien avoir un gros receveur style Jeudy ou Claypool, mais en fait perdre toute notre capitale de draft alors qu'on a plein de trous ailleurs, ce serait peut-être un peu dommage. C'est pas comme si on avait les moyens d'aller au Super Bowl. Ouais, on va en parler un peu plus en détail. J'ai mis aussi tout à l'heure un sondage pour voir ce que les gens répondaient par rapport à ça. Écoute, on va en parler. Juste un petit point Patreon, puisqu'on vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast via un Patreon, et on remercie. Je vais les faire à l'envers, tiens. Pour une fois. Pour une fois, vous êtes plus nombreux. Là, il y a 8 personnes qui nous soutiennent. Et merci à vous. C'est Spinedoni Thomas, Marc Miessan, Niti Sims, Yann TBDO, Guillaume Defricazoïde, Vincent Scholler, Jimmy Novak. Ceux-là, on les connaît bien. C'est les anciens, les vieux de la vieille, qui sont là depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche pour soutenir le podcast ? Parce qu'il y a des petits changements. Il y a des petits changements que j'aurais pu louper si tu m'avais pas briefé avant le podcast. Je l'ai activé juste là en fait. Voilà, en fait maintenant vous êtes débité dès votre souscription au Patreon. Comme on vous dit à chaque fois. Pour les nouveaux, pas ceux qui viennent, pas ceux que je viens de citer. Ceux que je viens de citer, vous n'avez pas encore été débités. Bah en fait, il faudrait qu'ils arrêtent et qu'ils se réabonnent quelque part. Ce serait bizarre, ouais, mais bon. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que si vous voulez faire, comme on vous dit à chaque fois, le Patreon, c'est forcément un abonnement mensuel. Mais si vous n'avez pas envie de faire un abonnement mensuel et juste faire une donation ponctuelle, eh ben c'est super. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est vous vous abonnez, vous vérifiez que sur votre compte, vous avez bien été débité. Et une fois que c'est fait, vous vous désabonnez, comme ça vous avez fait votre petite participation.
On vous remercie à tous ceux qui sont encore en train de nous soutenir financièrement et à ceux qui l'ont fait ponctuellement par le passé. C'est vraiment super de voir ce soutien et ça nous aide à héberger le podcast, à avoir des goodies, etc. Qu'on distribue bien volontiers justement aux auditeurs du podcast. Donc encore un grand merci à toute la communauté des fans des Giants francophones. Et on en parlait tout à l'heure, on réfléchissait à faire gagner des goodies à ceux qui écoutent le podcast, puisque c'est toujours ça qui est... En fait, j'avais fait un concours, et on en parlait un peu, mais on peut l'expliquer là. J'avais fait un concours avec Célio pour faire gagner un t-shirt des Giants, et en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais des concours comme ça, il y a plein de gens qui ont des comptes Twitter qui s'en foutent complètement, en fait, des Giants, et qui sont juste là pour gagner des trucs, des goodies, et qui se désabonnent après, ou des comptes carrément qui disparaissent, parce que ils doivent avoir plusieurs comptes, ces gens-là. Et ça nous fait chier un peu de faire gagner des goodies à ces gens-là, donc... En fait, on fera gagner via le podcast où on trouvera un truc, mais ce sera pas un concours ouvert pour tout le monde parce qu'il y a trop de gens qui viennent profiter du truc alors qu'ils en ont rien à foutre du foot américain et des Giants. Donc voilà, donc on réfléchit, il y a des trucs là qui vont sortir. On va peut-être faire une casquette, on en a parlé plusieurs fois, mais voilà, il faut qu'on regarde et je me suis un peu renseigné déjà sur certaines boutiques qui peuvent nous faire ça en petite quantité parce que c'est toujours ça, c'est que tu as des prix intéressants quand on achète 500, mais on va peut-être pas en faire 500. Je vais pas me retrouver avec des cartons de casquettes chez moi. Et il y a, tu nous disais, un livre qui va sortir des Giants bientôt. Ouais, rédigé par, co-rédigé puisque ce n'est pas que Tom Coughlin qui écrit, mais Tom Coughlin avec l'aide d'un journaliste a rédigé un bouquin sur le Super Bowl 42 qui s'appelle A Giant Win et moi je sais que personnellement je vais me l'acheter pour moi parce que j'aime bien lire un peu de littérature sur les New York Giants. Enfin je dis ça comme si je lisais des bouquins et des bouquins, mais en fait j'en ai lu qu'un seul jusqu'à présent. Faut que je creuse un peu, mais si, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a The GM, The Inside Story of a Dream Job and the Nightmares That Go With It, de Tom Callahan, qui est en fait un bouquin où c'est notre ancien GM, Ernie Arcosi, qui en gros raconte un peu son histoire avant de devenir GM en NFL et avant de devenir GM chez les Giants, et jusque d'ailleurs à son expérience chez les Giants, et c'est super intéressant, il y a plein de trucs trop bien dedans, donc je mettrai le lien du bouquin en description, celui que tu as cité, comme ça si jamais les gens veulent le retrouver, il y aura la description dans la vidéo YouTube. Alors, on va maintenant passer au vif du sujet, donc on l'a dit, défaite contre nos amis des Seahawks. J'ai envie de commencer, pour une fois, par les special teams. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai envie de commencer par les special teams, Thiago ? Bah parce que en gros ils ont fait 95% du match. Ouais, alors parce que alors, tu vois, en fait, je suis un peu déçu que tu m'aies pas demandé un récapitulatif du match parce que généralement je suis tout le temps très mal préparé. Ouais, mais j'ai même pas envie. Et là cette fois je m'étais préparé. Ah merde. Eh ben vas-y, fais-nous un récapitulatif du match, je sens que ça te donne. Punt, TD, punt, turnover, punt, TD, turnover, enfin bon bref, non, c'est pas ça le récapitulatif du match. Il n'y a eu surtout qu'un seul TD de notre côté. Non, c'est sûr. Non mais je disais, mais c'était beaucoup trop de punts à mon goût, et aussi des moments, pourquoi est-ce que tu veux parler justement des special teams, on a quand même Richie James qui était notre punt returner qui a fait non pas un mais 2 fumbles sur des punt returns alors qu'on était en bonne position pour recoller au score ou pour passer devant, enfin bon bref. Oui, c'était dans des moments, enfin c'est toujours des moments importants on va dire, mais bon. Ouais. C'est vraiment le truc qui te nique un peu le momentum. La défense fait un bon arrêt, elle sort du terrain, boum, qu'est-ce qui se passe ? Fumble, donc que fait la défense ? Ils remettent le casque et c'est reparti. Donc voilà, Richie James. Et surtout que sur le premier fumble, excuse-moi je te coupe, mais sur les premiers fumbles, c'est juste après un excellent blitz de Xavier McKinney qui arrive complètement bloqué, sans aucun bloc sur lui et qui défonce Geno Smith. Alors c'était vraiment l'action du alpha male en mode j'ai de la testostérone, c'était assez drôle. Et d'ailleurs ils ont montré au replay, t'avais Xavier McKinney qui enlève son casque, qui est en train de faire des high five et tout, et puis regarde l'écran et fait ah bah non en fait faut que j'y retourne. Ah oui c'est pour ça que j'ai ça, c'est l'image que j'avais en tête en disant ça. Donc ça c'est assez catastrophique, et surtout à chaque fois que ça arrive ça te met la défense dans une situation très délicate, puisqu'en général t'es dans tes 20-30 yards, enfin voilà, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, 2 fumbles pour Richie James, qui c'est son 3e de la saison. Il l'a déjà fait une fois avant ce match-là.
franchement, le deuxième, il arrive, tu te dis, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars, quoi. Psychologiquement, en fait, il y a clairement un truc qui se passe à un moment donné où le mec, il est plus du tout serein sur ce qu'il va faire. Et en fait, Richie James, et on va en parler quand on parlera de l'attaque, mais il avait été intéressant en début de saison. Il connaissait bien le playbook, on sait que Daniel Jones lui faisait confiance. Et il a complètement disparu, il fait plus de réception, il fait plus rien, il relâche des fumbles, etc. Donc là, j'ai l'impression en fait que cette bye week tombe au bon moment, où on a besoin d'un vent frais, de réfléchir, de remettre des choses à plat et de réinventer certaines choses. Notamment, qui va retourner les punts, ça il va falloir trouver quelqu'un, puisque c'est clair que Richie James, on le met plus en retour de punt. Enfin, je pense qu'on n'est pas assez bête pour le remettre en retour de punt. Est-ce qu'on va le garder déjà ? Je ne sais pas, mais c'est le genre de double erreur qui peut faire changer la vie d'un GM. Donc on va voir ce que ça donne. Heureusement quand même pour ces special teams, Graham Gano a fait le boulot et notre Scotty Shammer punter qui continue de faire du bon boulot. Il y a un punt qui te met, mec, il le traverse tout le terrain, assez incroyable. Il a vraiment une jambe vraiment extrêmement puissante. Donc moi je l'aime bien ce punter. Ouais, il est bien. Mais en fait, globalement, sur ces special teams, il n'y a rien à dire. En fait, il y a une personne des special teams qui a fait vraiment de la merde. Il n'y a pas eu de gros return, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Enfin, si, des grosses erreurs, mais sur une personne, en fait. C'est pas comme au début de l'année, on disait, oui, on n'est pas très bon en couverture de return, etc. Là, c'est vraiment juste un joueur qui fait de merde. Voilà. Ouais, non, mais c'est... Et puis, ça arrive, en effet, à chaque fois, à des moments où... alors, j'ai plus vraiment en tête les moments où il nous a perdu le ballon, mais sur le deuxième, c'est le moment où on peut recoller au score, où il nous marque un TD, on n'arrive à rien faire et finalement on récupère la balle après un try and out, voilà. Et le premier, je pense qu'on est à égalité, on a le momentum, on vient de mettre un touchdown et on fait un try and out. Donc là tu te dis, non, on fait pas un try and out, mais on fait une bonne défense, on récupère la balle et en fait, changement de momentum en fait, tu vois, c'est que tu as pris l'ascendant. Et ça te retourne vraiment le momentum. Et ça, c'est catastrophique puisqu'on est dans une équipe, on l'a dit, on n'a pas de marge d'erreur. Donc, tu peux pas te permettre ce genre de choses-là, en fait. Non. Et en fait, si on regarde un peu la physionomie globale du match, pour moi, les Seahawks étaient supérieurs à nous en termes d'attaque parce que ça tournait bien. Ils avaient aucune difficulté à avancer, aucune difficulté, si un peu quand même, mais notre défense globalement tenait. On a vu des belles actions de la part d'Adoree Jackson, même si en fin de match il s'est un peu craqué. On a vu pas mal de trucs assez positifs et ça nous gardait dans le match jusqu'au moins à la fin du troisième quart-temps. Et après, t'avais de l'autre côté une attaque des Giants qui on savait était un peu faible parce que on n'a pas de receveur, parce que des blessures, etc. Et qui se reposait entièrement sur Saquon Barkley et Daniel Jones avec le ou les receveurs qui étaient productifs ce jour-là. Et généralement, c'était Daniel Bellinger. Et depuis 3 matchs, c'est Darius Slayton qui est le seul à surnager, qui est le seul qui a un niveau NFL, j'ai l'impression, avec Wendell Robinson, mais qui est encore rookie. Ouais, tout à fait. Et en fait, sur ce match, on a quand même 2 linemen en moins, puisqu'on a Ezeudu qui est placé à gauche, et j'ai oublié l'autre, c'est Tyler. C'est Phillips. Oui, Phillips à droite qui a fait à droite qui a remplacé Evan Neal, 2 faux départs. Donc on a déjà un Daniel Jones qui est beaucoup moins confortable dans la poche et beaucoup moins de brèches ouvertes pour Saquon Barkley qui en fait revenait aux expériences de l'année dernière comme tu dis où en fait il se faisait plaquer avant la ligne d'engagement et on n'a pas de receveur capable de tenir. Enfin Marcus Johnson a fait plus de 50 snaps, il a eu qu'une réception pour 3 yards je crois et comment il s'appelle David Sills aux abonnés absents, on a surtout vu Hudson et Maeri qui faisaient pas mal de réceptions. Comme tu dis, il y a Slayton aussi qui n'a loupé qu'une seule passe. Il mène tous les receveurs, il a 5 réceptions, 66 yards. Il vient de dépasser les 200 yards totaux sur la saison. C'est le meilleur receveur qu'on a, t'imagines Au bout de 8 matchs, seulement 200 yards, c'est vraiment pourri, quoi. Voilà. Non, mais voilà, tout ça pour dire que, en fait, avec une défense qui tient, une attaque qui fait pas grand chose ou fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, si à ça tu ajoutes des turnovers au niveau des special teams, bien entendu qu'on va perdre. Et c'est pour ça qu'au final,
moi j'ai pas trouvé la rencontre intéressante puisque on subissait non, c'était très chiant, très chiant. On subissait le rythme imposé par les Seahawks, mais après tu vois ça aussi, tu dis d'ailleurs ce que j'ai tweeté à la fin, je dis c'était une purge ce match. Non, c'était une purge, et il y a pas eu de big play. On a ressenti en fait la même physionomie, la même globalité dans le match que sur l'année dernière, c'est-à-dire que les Giants peuvent pas faire grand chose à parcourir et les Seahawks arrivent bien préparés. On avait dit oui, les Seahawks ils ont une défense contre la course qui est pourrie machin, oui peut-être, mais quand en fait t'as une attaque qui est quasiment unidirectionnelle et que ça se joue que sur de la course, puisque en fait tu peux pas faire grand chose d'autre parce que t'as pas de receveur, parce que la ligne c'est compliqué, même si ça va, ça tient à peu près, il se fait saquer 5 fois, mais globalement la ligne a tenu à peu près. Voilà, c'est ultra difficile. Alors tu disais que y avait 2 O-line qui étaient blessés. Moi je rajouterais quand même, et on l'avait déjà dit l'autre fois, mais Bellinger compte aussi parmi nos bloqueurs pour moi. Et oublie pas aussi que Shane Lemieux est blessé. Donc en fait on joue avec presque notre garde gauche numéro 3 en fait, presque. Puisque Bredesen était censé être le remplaçant de Lemieux et on se retrouve avec Bredesen out aussi. Donc voilà, tout ça cumulé fait qu'on a quand même beaucoup de blessés. Oublions pas que Saquon aussi est blessé, même s'il joue, il est blessé à l'épaule, donc il n'est pas forcément à 100% sur tous les contacts. À un moment, alors je sais pas si tu as remarqué ça, mais à un moment il y a une action où Daniel Jones, alors là pour le coup je trouve qu'il fait un mauvais match, Daniel Jones, sur ce match-là, il n'a pas été bon. Plusieurs passes longues ratées alors que le receveur a moyen de faire mieux et de la mettre en profondeur, un tout petit peu moins profonde et que le receveur puisse attraper. À un moment il y a une super action et il y a un gars qui se retrouve tout seul, le mec s'appelle Lawrence Cager. Qui est ce mec ? Ils te disent passe ratée de Cager. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce mec quoi ? D'où il est sorti ? Donc il vient de sortir d'un practice squad machin, mais c'est dire à quel point on en est réduit à devoir combler des trous avec des mecs inconnus au bataillon quoi. Donc c'est terrible. Bah oui, mais en même temps, on a échangé, on a envoyé notre meilleur receveur dans une autre équipe. Alors attends, là je sais pas si c'est de l'humour ou pas que tu fais. Non, je troll un peu. Non, c'est juste que je me suis rendu compte pendant que tu disais ça et en fait j'allais dire bah oui, on n'a toujours pas de receveur, Kenny Golladay ne sert à rien. Mais du coup en fait dans le registre de ceux qui ne servent encore plus à rien et qui sont partis, c'est Kadarius Toney, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui a été envoyé chez les Kansas City Chiefs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, tiens. Pour un... Bah à la limite on fait juste une petite parenthèse. Ouais, petit aparté. Ouais. Voilà, pour un troisième tour en mode pick complémentaire et un 6e tour, si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être un late 3e tour en fait, ouais. et un 6e tour, c'est ça. Ce qui est très honorable. De toute façon, c'est ce qu'ils ont dit. Il y avait clairement, j'en ai parlé avec des personnes machin, il y a France Gators qui veut pas comprendre le problème, j'ai l'impression, mais le souci c'est qu'il y avait autre chose que juste les blessures et sur le terrain, c'est on sait pas et on saura jamais de toute façon. Non mais il l'a quand même admis hein, en fait. Enfin, oui mais attends, mais il y a des gens qui ont dit quand il y a des problèmes extrasportifs, on finit toujours par le savoir. Non, il y a des choses qui se passent, on le saura jamais. Ouais. Et tu sauras pas ce qui s'est passé. Non, mais en fait, moi surtout, il y en a beaucoup qui ont vu ce que Kadarius Toney a tweeté une fois l'annonce du trade était officielle. Est-ce que tu peux le traduire les tweets qu'il a je les ai pas sous les yeux, mais en gros, mais globalement, qu'est-ce qu'il disait ? Mais en gros, au début, enfin, le premier je me rappelle plus, mais après il a fait un tweet qu'il a supprimé genre quelques minutes après. Où en gros il dit ouais, il y en a qui pensent que je suis blessé, mais manifestement ils ont pas toutes les informations, ils devraient se mettre à jour. Voilà. Alors en fait il dit hurt. Mais c'est complètement débile de dire ça. Non, mais en fait il dit hurt et t'as des journalistes qui disent raison, il dit oui, ça se trouve, il dit qu'il est blessé émotionnellement, n'importe quoi, ou en fait qu'il est vraiment blessé. Alors en fait moi je pense que en gros il était à moitié en train de faire ouais, en gros je voulais pas trop m'entraîner, donc j'ai dit que j'avais un claquage, mais tout va très bien. Mais en gros il a fait un énorme fuck aux Giants. Enfin, il a pas eu l'attitude du type qui est en train de dire bon bah merci. Alors on lui demande pas. Non mais il a une attitude de connard. Je crois qu'on peut le dire directement. Faut le dire ce qu'il y a. Hein. Il a une attitude d'enculé. Non, sur ce qu'il a fait. Et le truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs quand ils sont échangés ou tradés, ils disent bon merci quand même pour l'opportunité. C'était mais cool. Oui, etc. Mais c'est voilà, mais c'est un truc d'un mec mature qui
qui a juste une image à... Voilà, lui, il s'en fout. Il dit ce qu'il a envie. Et il est vénère contre les Giants, on sait pas pourquoi, parce qu'il jouait pas assez, parce que voilà. Alors que c'est l'équipe qui l'a quand même drafté. Enfin, je trouve que c'est honteux de réagir comme ça. Et je suis bien content qu'il se casse, parce qu'un mec comme ça dans un vestiaire... Alors apparemment, il n'y avait pas de débordement. Il foutait pas le bordel dans le vestiaire. Mais avoir un mec avec une mentalité comme ça, je suis désolé, c'est pas bon, quoi. Et est-ce que tu as déjà regardé justement quelques-unes de ces conférences de presse ? Oui, bah après, ça me faisait rigoler, parce qu'il prend rien au sérieux, en fait. Bah oui, mais le truc c'est que au début quand je voyais ça, j'en pensais pas grand chose. Je me suis dit c'est son style. Il a l'air d'être vachement décontracté, à la légère, en mode ouais. Oui, voilà. Et puis, moi ça me va, tu vois, ça c'est pas dérangeant. Mais après quand on a vu au final que en début de saison il n'était pas non plus très présent, qu'il y avait aussi des rumeurs comme quoi les Giants disaient en fait c'est pas un gros bosseur et il a pas envie de se donner à fond alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont là et qui travaillent dur. Tu mets tout ça bout à bout et ça confirme tout ce qu'on pensait. Et je crois qu'il y a quelques podcasts, je disais mais il en a rien à foutre des Giants. La manière dont il est parti confirme qu'il en avait clairement rien à foutre. C'est dommage. Et j'en reviens au tout début. Rappelle-toi le tout premier training camp qu'on fait. Il était pas là au début, on savait pas pourquoi. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est pas là ? Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il est pas blessé ? Je pense qu'il y a plein de fois où il était absent, où on saura jamais s'il était blessé ou si c'était autre chose. Ça, on le saura pas. Mais quand t'as un premier tour de draft, t'es obligé de le protéger. Tu peux pas dire, il a pas envie de jouer, machin. Donc tu dis, voilà, il est blessé. Première fois où il arrive, il a un problème de chaussures et il s'entraîne pendant 1 heure en chaussettes, mec. Là, tu te dis, mais, je sais pas, un mec normal, il s'arrête, il va remettre une chaussure, mais il s'entraîne pas en chaussettes. Et avec du recul, tu te dis, c'était quand même un petit signe d'un truc un peu bizarre. Et plus ça allait, il faisait comme tu dis, conférences de presse où il se moquait un peu des journalistes, il répondait un peu à côté, il rigolait, très désinvolte. Il se blesse, il revient pas vraiment, on entend des trucs comme quoi il connaît pas trop les jeux, etc. Et je pense que en fait finalement cet ensemble de coachs et GM, ce staff-là n'accepte pas un mec comme ça qui et je pense que c'était le problème même quand il n'était pas blessé, c'est qu'il connaissait pas les jeux. À mon avis, c'est mon interprétation. Il est là, tu le fais pas jouer, c'est parce que le mec doit pas connaître les jeux ou tu lui fais pas confiance. Donc voilà, tout cumulé fait qu'il y a un moment, ça convient pas à Joe Schoen et vaut mieux s'en débarrasser plutôt que d'avoir un mec comme ça dans les pattes. Même si oui, moi je remets pas du tout en cause que ce mec est exceptionnel et que s'il arrive à être mature et à jouer dans une équipe, et je pense que les Chiefs c'est l'équipe parfaite pour lui, il va peut-être faire des choses exceptionnelles en NFL, et tant mieux. Mais ouais, non mais en fait c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, il est certain, on a eu des exemples l'année dernière avec le match contre les Cowboys, contre les Saints, et je crois qu'il y a un troisième match mais je me rappelle plus contre qui, où il avait fait des trucs absolument oufissimes sur le terrain. Je me demande d'ailleurs si c'était pas contre les Chiefs. C'est pas contre les Chiefs. Mais même il y avait contre les Rams où sur un drive il met 60 yards, il fait tout le drive tout seul. Enfin, il y a eu des trucs vraiment énormes. Donc le talent c'est sûr, il est là. Mais après je pense que Joe Schoen, ce qu'il s'est dit, de toute façon ce type, il fait rien. Chez moi il fait rien. Il est tout le temps blessé, on n'arrive pas à le faire, il fait rien. Donc certes un 3e tour et un 6e tour c'est pas énorme, mais dans la mesure où en fait on n'avait rien de ce gars-là, c'est déjà mieux. C'est mieux que rien, exactement. Enfin, pas pour. Mais tout le monde y trouve son compte parce que pour les Giants, on récupère du capital de draft, et pour les Chiefs, ils tablent sur le fait que ce type a un talent certain et qu'ils vont réussir à le motiver pour se donner sur un terrain. De toute façon, les Chiefs, leur objectif c'est le Super Bowl, donc ils ont tout à gagner. Ils ont pas grand chose à perdre. Un 3e tour, bon. Ça va, si le mec est vraiment un game changer comme on l'a pu le voir et qu'ils arrivent à en faire quelque chose, c'est énorme. Ouais. Ils vont vraiment, et ça peut être vraiment énorme pour eux. Et puis tu vas voir qu'on va se taper des tweets, les Giants, regardez ce qu'il sait faire ce mec, maintenant il est excellent. Vous avez vraiment fait n'importe quoi à prendre un 3e tour pour ce mec-là. Bon bah oui. De toute manière, ça va arriver, il va faire des gros matchs et on va entendre. Oui, je pense pas qu'on aurait pu obtenir grand chose de plus de Kadarius Toney. Mais bon, tout ça pour dire que niveau receveur chez les Giants, c'est pas la joie. Voilà, et si on referme la parenthèse Kadarius Toney. Si on revient sur ce match, moi j'ai quand même une chose à noter, c'est que j'ai trouvé que le play calling de Mike Kafka avait pour le coup été assez mauvais en tout cas en première mi-temps. On a sur les 2 premiers drives, mec, on fait pas une seule course. Alors je comprends que tu te dises, la défense attend des courses. Je vais faire des passes, etc. Et ça a bien marché sur certains autres matchs. Là, ça n'a pas marché. Les 3 premiers drives, on fait 3 through and out. Et je crois que le 4e drive, on arrive enfin à driver un peu. Mais c'était quand même assez étrange de voir qu'on n'a pas du tout fait de course.
même pas une feinte où c'est finalement Jones qui la garde, on a vraiment fait 6 passes qui n'ont pas donné grand chose puisqu'on fait pas un seul first down. Et pour moi c'est un tout petit peu problématique sur ce match-là puisque ça nous met vraiment dedans sur toute la première mi-temps. Et le touchdown qu'on marque, on rappelle, c'est quand même sur un drive de 2 yards puisqu'on récupère la balle sur les 2 yards grâce à une très bonne défense d'Adoree Jackson. Mais voilà, le tout cumulé et on a pu se reposer sur ça en fait sur les autres matchs parce qu'on a eu un play calling qui était vraiment très bon. On a réussi à faire des choses en attaque, mais là on voit qu'on arrive un peu à la limite de ce qu'on peut faire avec les joueurs qu'on a, quoi. Donc on revient encore à ce manque de receveurs. On entend quand même parler là éventuellement de trade. On a jusqu'à demain, je sais pas quelle heure, pour faire un trade s'il y a besoin. Je crois que c'est ça, hein, c'est mardi. Ouais, c'est jusqu'à demain. Tout à fait. Il y a 3 noms qui reviennent. T'en as dit un 4e tout à l'heure. Moi j'entends beaucoup. Alors Jerry Jeudy, c'est celui qui revient le plus. Ouais, chez les Broncos. Chez les Broncos. Brandon Cooks, j'ai lu un truc là-dessus. Bon, chez les Texans. Chez les Texans. Et DJ Moore chez les Panthers. En gros, c'est sur des équipes qui sont en bilan négatif et qui seraient prêtes à laisser. Tiens, j'ai pas entendu DJ Moore, mais. Ah bah DJ Moore, mec, chez les Panthers. Après, ils ont. Ce serait le meilleur des 3, je pense, pour moi. Ouais, mais ils avaient aussi échangé Robbie Anderson et puis ils ont échangé ensuite McCaffrey. Bon, McCaffrey qui lui est. Non, mais comme on disait, c'est la brocante chez eux en ce moment, donc il y a pas de problème. Mais bon, voilà. Enfin, pour cette histoire de trade, comme je disais plus tôt, je suis vraiment pas convaincu que ce soit la bonne décision pour les Giants qui ont des trous partout et qui en fait ont plutôt intérêt à garder leur choix de draft pour 2023. Ce match des Seahawks, au final, il arrive vraiment. Enfin, cette défaite, elle arrive à un moment clé pour les Giants, puisque comme tu dis déjà, c'est avant la bye week, donc on va pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure, reposer les joueurs, etc. Mais aussi pour Joe Shane de dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je vais gaspiller? Enfin, pas gaspiller, mais est-ce que je vais utiliser des choix de draft pour récupérer un jeune receveur talentueux dans une équipe qui va pas très bien? Alors, ils sont pas tous jeunes dans ceux qu'on a dit. Brandon Cooks, il a pas 18 ans. Oui, non, c'est vrai. Autant pour moi. Mais je pensais à Jerry Jeudy il a encore et Chase Claypool qui sont quand même encore assez jeunes. Sachant qu'en fait, des gars comme ça va forcément être, enfin moi, de tout ce que je lis, c'est forcément un deuxième tour plus un autre tour. Dans les 4 à 7 C'est ça, mais c'est ça, le problème il est là, c'est que si ça reste, moi je pense qu'on n'ira pas, après j'en sais rien, ça se trouve on va faire la fin du podcast et puis je vais aller sur Twitter, on va voir, on a mis un deuxième tour sur je sais pas qui. Moi je pense qu'il est pas prêt à mettre un deuxième tour, et surtout qu'en fait là le problème de tous les receveurs qu'on a cités, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui pour moi est un wide receiver numéro 1 incontestable. C'est des bons wide receivers 2, ok, mais c'est pas des wide receivers 1. Donc aller mettre un premier ou un deuxième sur un mec qui n'est pas un wide receiver 1, ça me semble un tout petit peu compliqué, sachant que le but, c'est pas de te faire ton escouade sur les 10 années à venir, c'est de venir un peu compléter et voire améliorer assez grandement ton escouade de wide receiver qui est vraiment en galère. Mais on dépense tellement déjà d'argent là-dessus qu'il n'ira pas hypothéquer notre draft de cette année pour un wide receiver. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. Non, en effet. C'est-à-dire que c'était un peu la stratégie de Dave Gettleman il y a quelques années quand il a envoyé un tour de draft pour récupérer Leonard Williams qui était en fin de contrat. Il y avait une idée de renforcer une escouade qui manquait d'un joueur, d'un top player à la position de D-line, et donc on avait fait le pari de faire ça avec Leonard Williams et ça a plutôt bien marché. Maintenant, la situation est un peu différente pour nos receveurs. Le truc, c'est que on les a, les receveurs, normalement. On les avait en début de saison parce qu'on avait Kenny Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Toney, on va dire que c'est une autre histoire, et Wan'Dale Robinson. Sterling Shepard blessé, c'est juste pas de chance, et enfin blessé gravement, et il reviendra pas. Kenny Golladay blessé légèrement, mais même quand il n'est pas blessé, il faut rien. Donc, lui il dit oui, non mais je suis conscient que je suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi, il faut que je fasse plus, etc. Mais bon. Après, il est peut-être juste cramé à un moment donné. C'était peut-être un très mauvais trade et que en fait le mec est cramé. Et ce serait vraiment pas de chance. Mais le truc c'est, enfin, c'est là où je me dis, finalement, aller envoyer des tours de draft pour récupérer un autre receveur, ça va pas nous apporter tant de choses que ça. Peut-être qu'on ira en playoff et peut-être qu'on gagnera un match, et encore j'ai du mal à le croire,
2 encore moins. Mais même les playoffs, c'est pas assuré, hein, très loin de là. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que le bénéfice apporté par l'apport d'un nouveau receveur via un trade, il est quand même extrêmement limité. Et on n'est pas à l'abri que d'être surpris par Kenny Golladay qui se réveille et dit « regardez, je sais utiliser mes mains et mes jambes ». J'y crois plus trop, très honnêtement. Par contre, petite déception quand même, c'est qu'on n'a pas trop mis en avant Wan'Dale Robinson sur ce match. Il n'a pas été très bien utilisé. On revient sur le play calling et le plan de jeu de McCaffrey que j'ai pas trouvé incroyable sur ce match-là. Donc bon, ça ce sera aussi à revoir. Mais Wan'Dale Robinson, il faut qu'on le voie. Il est rookie, il est bon. Ce qu'on a vu, c'était très intéressant. D'ailleurs, a priori, il sait retourner des punts. Ouais. Je mets ça entre parenthèses, mais ça fait partie des options qu'on a pour les retours de punt. Bon, voilà. Il y a des trous, ça c'est clair, sur cette attaque. On l'a dit et redit, donc il n'y a pas grand-chose. Voilà. La marge de manœuvre est extrêmement, extrêmement faible, encore plus sur notre attaque que sur notre défense. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette attaque ou pas ? Une dernière petite chose qui est complètement anecdotique, aucun impact sur le score global, mais qui reste quand même quelque chose de positif, je trouve, c'est on a revu sur le terrain Nick Gates, qui certes n'a fait que 5 snaps, mais cool, quand on sait que en gros le gars a pratiquement failli perdre sa jambe, hein, parce qu'il a eu 7 opérations, enfin pour ceux qui se rappellent en début d'année dernière, c'était quand même un rookie non drafté qui a... ouais, on va le dire. Il l'a mis minable à Aaron Donald. Non, mais en tout cas, il a tenu tête. Voilà, il lui a tenu tête lors de sa première saison. Et deuxième saison, pas de chance, il se fait une méchante blessure à la jambe. Et donc, ça a été un long processus de rétablissement. Et le revoir sur le terrain, ça m'a fait super plaisir. Il était là en tant que extra lineman pour quelques actions. C'était notamment sur le la goal line. Notamment. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était très cool de le revoir. Une des grosses blessures de l'année dernière, ça c'est clair. Sur la défense maintenant, je vais te dire les quelques points que j'ai notés. Déjà que, bon, tu l'as dit tout à l'heure dans ton résumé, mais elle a bien tenu, même si on encaisse 27 points qui ont eu lieu, donc 14 points encaissés en deuxième mi-temps. J'ai trouvé que, première chose, c'était contre la course avec un Kenneth Walker qui était le meilleur running back sur les 3-4 derniers matchs de la NFL. On a été très bon puisqu'il gagne que 50 yards sur ce match, donc j'ai trouvé très bon avec 2,8 yards par portée seulement, donc ça c'était très bien. Il y a eu ce côté mental difficile, tu l'as dit, avec le coup de on arrive à faire un super drive en défense, on sort l'attaque adverse et puis finalement un jeu après on est obligé de revenir parce que il y a eu un ballon qui a été relâché. Entre parenthèses, c'est pas des muffed punts, hein, comme on a pu le voir, c'est vraiment un fumble. Le ballon est attrapé mais c'est un fumble. Et puis sur la couverture, on a Adoree Jackson qui était très bon jusqu'à ce double move. En fait, il a été vraiment très agressif tout le match, et le double move où il est trop agressif pour le coup et il se le prend au-dessus de la tête, sachant que juste avant il y avait eu aussi un ballon relâché d'un receveur des Seahawks pour un touchdown, donc c'était voilà, c'était Tyler Lockett à chaque fois en fait. Oui, mais je veux dire, on a fait que retarder l'échéance, et encore une fois il y a eu une action de grande classe d'Adoree Jackson qui récupère la balle sur les 2 yards après un fumble provoqué en première mi-temps, qui aurait pu tourner le match si seulement derrière on n'avait pas fait des conneries avec nos fumbles. Voilà ce que j'ai à dire globalement. Je sais pas ce que toi tu peux ajouter sur ça. Sur Adoree Jackson, j'ajouterais juste qu'il a aussi défendu une passe dans l'end zone sur je sais plus quel receveur, mais c'était très très bien défendu. En fait, il a eu c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pendant 3/4 temps, il a très bien joué, il collait ses receveurs. Il s'est fait battre une première fois au bout d'un moment par Tyler Lockett qui a le ballon dans les mains et à 2 mètres de l'end zone et lâche tout. Et là on se dit wow, on l'a échappé belle. Et en fait, je crois que c'est peut-être 2 drives plus tard, Geno Smith a fait exactement la même action, enfin grosso modo, puisque c'était envoyé du même côté. Et là c'est passé et Adoree Jackson s'est fait avoir sur le double move. Bon, on va dire que c'est une prestation moyenne puisqu'il se fait, comme tu dis, il se fait avoir par le fait qu'il a été un peu trop agressif. Après, sur le reste de la secondary, j'ai trouvé que globalement ça tenait bien. Fabian Moreau aussi était pas trop mal. Non, il est intéressant depuis qu'il est là, hein, Fabian. Voilà, et puis Xavier McKinney, on a parlé de son blitz. C'est un joueur qu'on voit un peu partout. Par contre, là où j'ai trouvé qu'il y a eu à plusieurs reprises
on avait des grosses difficultés à plaquer. Il y a eu une action notamment de Geno Smith qui en fait l'a joué Lamar Jackson, il a foutu des vents à 3-4 joueurs, et puis il y a aussi le touchdown de Kenneth Walker en fin de match où là il y a 3 joueurs dont Tay Crowder et Xavier McKinney qui n'arrivent pas à lui mettre la main dessus et ils marquent. Et puis après niveau ligne, il y avait de la pression. Leonard Williams a mis quand même pas mal de QB hits. Si je dis pas de bêtises, il en a mis 5. Ouais, assez impressionnant. Et puis on a eu nos rookies qui étaient présents, avec notamment Micah McFadden qui a eu beaucoup plus d'opportunités de jouer que Tay Crowder, parce que Wink Martindale a décidé de mettre Jalen Smith comme Mike. Comme middle linebacker, et donc du coup Crowder était un weak side linebacker, ce qui fait que McFadden était en strong side, était beaucoup plus souvent sur le terrain. Quand on joue avec 3 linebackers, ce qui arrive pas tout le temps. Ouais, voilà. Et donc bon voilà, donc c'était cool de voir le rookie qui avait son sac. Mais ouais, enfin. Je dirais pas que la défense était catastrophique, mais c'était clairement pas leur meilleur match. Non, non plus. Non, je suis d'accord. Voilà, c'était. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a eu une défense moyenne avec une attaque très en galère. Donc voilà, s'il n'y a pas un des deux côtés du terrain qui peut vraiment te changer le match, c'est compliqué. Et la défense a fait, notamment contre les Ravens par exemple, les actions vraiment en fin de match qui ont permis de changer le cours du match. Ici, ça n'a pas été le cas, même s'il y a eu ce fumble de Adoree Jackson, comme on a dit. Bon voilà, je trouve McKinney un tout petit peu moins en vue cette saison quand même par rapport à l'an dernier. Déjà, il n'a pas fait d'interception. Il arrive avec la demi-seconde de retard à chaque fois qu'il y a des passes longues. Alors c'est compliqué toujours quand on est un safety comme ça au fond du terrain d'arriver au bon endroit, mais je trouve qu'il anticipe un petit peu moins de vision. Voilà, je dis pas que c'est catastrophique, mais je le trouve un tout petit peu moins bon peut-être. Ouais, une petite remarque que je me suis fait. Il a peut-être un rôle différent aussi par rapport à l'année précédente. Oui, c'est sûr. Où l'année précédente, il était, là cette année, c'est Julian Love qui est utilisé en deep safety. Tandis que McKinney il est un peu plus il est encore coordinateur de la enfin non pas coordinateur défensif, un peu plus dans la boîte, mais il est un peu plus dans la boîte. Il a le rôle de capitaine défensif à s'assurer que tout le monde est en place, donc ouais, je saurais pas expliquer pourquoi est-ce que il est moins en vue que l'année dernière, mais c'est peut-être aussi l'utilisation qu'en fait justement Wink Martindale. Non, je suis d'accord, mais bon, il y a peut-être aussi là-dessus des petits ajustements à faire éventuellement, voilà, donc bon. Beaucoup de blessés aussi, de toute façon, dans ce secondary, beaucoup de blessés sur la D-line, mec, puisque a priori c'est très possible, j'ai lu ça, que finalement si on fait un trade, ce soit plus un D-line qu'autre chose. Il y a un de nos D-line qui s'est encore blessé hier au biceps, donc là on devient vraiment très léger. Heureusement, ceux qui restent, c'est nos deux meilleurs, mais ça devient compliqué quand même sur la ligne défensive, donc il nous faut du steak là, il faut du mec un peu lourd en plein milieu, et ça nous manque un petit peu. Dexter Lawrence continue à... Non, mais continue, mais je veux dire, faut qu'il tourne, il peut pas jouer tous les snaps, c'est impossible. Pourtant, là, il a fait, attends, je regarde, il a fait 86% des snaps, tandis que Leonard Williams en a fait 92, mais oui, je suis d'accord avec toi, il peut pas être tout le temps sur le terrain, il va se cramer à force, il faut que ça tourne un peu. Quand tu regardes la défense de Seattle, ils ont fait jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecs de plus que nous. Donc tu vois, on tourne avec vraiment le minimum syndical. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 6 remplaçants qui ont tourné. Voilà, 11 mecs titulaires et 6 remplaçants, ça fait pas beaucoup. T'as quand même envie de faire tourner en général. Bon, écoute, je me demande ce que nous réserve la suite de la saison. Je suis un peu inquiet quand même. Je te cache pas que... Je suis pas sûr qu'on arrive à enchaîner autant de victoires que ce qu'on a fait sur cette première moitié. Rappelons qu'on est quand même à 6 victoires de défaite. Avec le ton qu'on a depuis tout à l'heure dans ce podcast, on a l'impression qu'on a gagné un match depuis le début de la saison. Ouais, non. Mais qu'on est vraiment tout pourri. Non, franchement, regardons notre programme rapidement pour le reste de la saison. Ah, mais mec, il y a moyen de faire plein de victoires. Mais voilà, dans ce qui nous reste. On commence par Houston à la maison, suivi des Lions à la maison.
Et Houston, je peux te dire qu'ils vont se faire déboîter par les Eagles la semaine prochaine. Donc, mais bon, je suis un peu plus inquiet par les Lions que les Texans, parce que les Lions ont quand même une grosse attaque. Alors apparemment leur défense est très très faible. Mais dans la mesure où nous on n'a pas une attaque qui soit monumentale cette année. Mais dans tous les cas, Texans-Lions, c'est 2 matchs jouables. Voilà. Les 2 premiers qui nous arrivent juste après, les 2 sont jouables. Après, on a justement un Thursday night contre les Cowboys. Chez les Cowboys, justement. Bon, là, on s'attend plutôt à une défaite. Bien sûr. Voilà. Les Commanders, bon, on va les défoncer. Ils sont à 4-4 quand même. Depuis qu'ils ont changé de QB, ils jouent un peu mieux. Mais bon, ça reste très léger quand même. Ouais, bon, ils me font un peu moins peur. Moi, ils me font pas peur du tout. Ensuite, les Eagles à domicile. Là, mec, on va se faire défoncer. Là, franchement... Non, c'est la fin de saison, ils commencent à fatiguer, plus d'erreurs, des blessures. Non. Mais ce serait beau. En tout cas, si on doit en gagner un des 2, ce serait le premier qu'on joue contre eux à domicile. Ouais, et en plus, ce serait la veille de mon anniversaire, donc ça ferait un super cadeau. Ce serait beau. Envoie-leur un petit texto. Voilà, j'ai envoyé un petit texto aux Eagles, ce serait sympa de perdre. D'ailleurs, petit aparté en parlant des Eagles, juste pour vous dire que moi j'ai commencé à regarder la série Welcome to Wrexham, qui est en fait, je sais pas si t'as entendu parler de cette série, c'est Rob McEnally qui joue dans Always Sunny in Philadelphia et Ryan Reynolds qui ont acheté un club de 5ème division au Pays de Galles et qui essaie un peu de le retaper. Et c'est, oui, j'ai vu, mais c'est un vrai truc, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire et en fait c'était c'est très sympa à regarder. Et en fait Rob McEnally est un McEnally, je sais plus. Bon bref, vous savez, moi et les noms de famille, c'est une grande histoire d'amour. Mais cet acteur-là est un énorme fan des Eagles et il est tellement fan que je crois qu'il a décidé que le maillot à l'extérieur de cette équipe allait être un vert Eagle. Et d'ailleurs, dégueulasse, j'ai envie de vomir. Aïe aïe. Bref, c'était un aparté, encore une fois, mais je recommande. Et puis sinon, ensuite, donc le 18 décembre, chez les Commanders, on a les Minnesota Vikings le 24 décembre. Ils sont chauds. Ouais, ils sont assez chauds. Et les Colts, ensuite, le 1er janvier, je sais pas trop quoi en penser des Colts. Non, les Colts, ils sont pourris. Mec, il y a moyen de faire, je pense, 3-4 victoires. Avec les Commanders, les Colts, il y a moyen de faire 3-4 victoires faciles. Franchement... Si on fait 4 victoires, on est à 10. Ouais, mais moi, tu me dis, on fait 9 victoires sur la saison, je signe tout de suite. Hein. Ah bah, moi aussi, c'est sûr. Et, déjà... même si ça implique de faire seulement 3 victoires sur la deuxième partie de saison, ce qui m'embête un peu. Mais si on fait 3-4 victoires, on arrive à 10 victoires. Après, le truc, c'est est-ce qu'on arrive avec 10 victoires à se qualifier en play-off ? Je ne sais pas. T'en poses des questions. Faudrait peut-être qu'on regarde un peu pour la bye week, hein, mais c'est... Ouais, ça va être intéressant. Avant le match de Seahawks, il y avait eu une infographie de la NFL qui montrait en gros si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, qui serait qualifié en play-off, et les Giants étaient justement qualifié en 5ème position. Donc c'est quand même pas mal, hein, mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Non, il y a beaucoup de matchs à jouer, heureusement, beaucoup qui sont quand même abordables. Qui sont quand même faisables, abordables. Donc on va voir ce que ça va donner. La semaine prochaine, on fera un podcast avec un invité pour parler un peu NCAA et envisager un peu la draft. On fera un point évidemment sur où est-ce qu'on en est dans cette saison, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début et qu'est-ce qu'on peut envisager. Donc on rabordera ce sujet un petit peu plus et puis on se dira voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre éventuellement de cette draft, où sont nos points faibles, nos points forts et qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher. Surprise, il y a moyen qu'on aille chercher un wide receiver. On verra ça la semaine prochaine. Voilà, donc même s'il n'y a pas match, il y a podcast. Donc ne disparaissez pas trop loin, il y aura quand même un épisode. Ouais. Et, voilà. Et puis si vous l'avez pas vu, il y a pardon, je finis juste. Si vous l'avez pas vu, il y a une vidéo d'analyse aussi d'un jeu que j'ai fait sur. Je l'avais dit que je le ferais sur la fake reverse pass qu'on avait fait contre les Ravens. Faut que j'aille voir ça, j'ai pas encore eu le temps. Mais ouais, non, et puis j'allais juste rajouter que si au cas où vous auriez oublié, n'oubliez pas, justement, mettez-nous un petit pouce, abonnez-vous sur YouTube, Spotify ou compagnie, des étoiles, ou commentez et n'oubliez pas de nous suivre sur @NYGiantsFR et @Thiergo pour moi-même. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Merci à tous de nous avoir suivis, et on vous dit la semaine prochaine. Salut Thiergo. Ciao, salut.